sur un thème très important, qui sont les causes et traitements du vieillissement cutané. Professeur, à vous. Merci. Écoutez, bonjour, je suis très heureux d'être avec vous. On m'a donc demandé de vous présenter une espèce d'abstract sur les causes du vieillissement cutané. Ne t'inquiète pas, tu vas prendre ta place. Je travaille avec vous depuis une vingtaine d'années et est à la tête du comité pédagogique, qui comprend un certain nombre de médecins, kinés et intervenants. Vous avez beaucoup de chance. Très bien. Bon, alors écoutez, on va regarder ce qu'est le vieillissement cutané, on va regarder l'étiologie, on va regarder la physiologie, on va envisager les traitements non invasifs, au premier rang desquels, bien sûr, il y a les techniques que vous employez, et puis on va essayer de s'y retrouver dans tout cela, parce que le vieillissement cutané est assez complexe. Alors, qu'est-ce qu'on entend par traitement non invasif? Parce qu'on entend tout le temps parler des traitements non invasifs, et tout le monde en parle sans trop savoir ce que c'est. Les traitements non invasifs répondent, depuis que l'Académie de médecine s'en est mêlée, à une définition très précise. Vous êtes esthéticienne, je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler que la peau a 3 couches, vous savez ça très très bien, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Eh bien, les traitements non invasifs, ce sont des traitements qui consistent à faire une réparation épidermique, une réparation de l'épiderme, par abord cutané externe, ça veut dire ce que ça veut dire, on reste à l'extérieur, et également par refaire un remodelage dermique, mais sans effraction de l'épiderme. Autrement dit, quand on parle de traitement non invasif, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans la peau. On fait tout de l'extérieur, soit au niveau de l'épiderme, soit au niveau du derme. On peut le faire aussi au niveau de l'hypoderme, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Donc, réparation épidermique et remodelage dermique, mais tout le temps sans effraction de l'épiderme. C'est ça le traitement non invasif, y compris pour les médecins. Alors, je voudrais faire quelques observations préliminaires d'abord. C'est que le vieillissement cutané, je vais être un peu provocateur, le vieillissement cutané n'existe pas. Le vieillissement cutané n'existe pas. Le vieillissement cutané n'est qu'un aspect du vieillissement global. Il n'y aurait pas de vieillissement cutané s'il n'y avait pas de vieillissement global. Alors, on parle de vieillissement cutané parce que c'est d'abord le symptôme inaugural, c'est celui qu'on voit en premier, et puis socialement, c'est le plus visible. On juge l'âge d'une femme, d'un homme d'ailleurs, à son visage et à ses mains. Donc c'est socialement le plus visible. Mais le vieillissement cutané n'est pas une entité anatomophysiologique comme ça pourrait être dans d'autres organes. Le vieillissement cutané, ben, c'est la vitrine du vieillissement global. Un nourrisson ne présente pas de vieillissement cutané, quelqu'un de mon âge le présente, c'est le vieillissement global. Bien. Mais la prise en charge que vous pouvez faire a beaucoup évolué pour 2 raisons très particulières, qui sont une raison sociale et une raison psychologique. La raison, les 2 évolutions. Alors, la raison sociale, ben, c'est l'allongement constant de durée de la vie. Plus le temps passe, plus la vie s'allonge. Alors, c'est très gentil tout cela, mais quand on allonge la vie d'un individu, ça appelle 2 conditions. La première, ben, c'est de le faire vieillir en bonne santé, et la deuxième, c'est de le faire vieillir en bon état d'apparence. Donc, l'allongement constant de la durée de la vie, on ne sait absolument pas où ça s'arrêtera. Les spécialistes ne sont pas d'accord là-dessus, mais en tout cas, elle s'allonge constamment, on va le voir. Bien. Et l'évolution psychologique, c'est que pour vos clientes, l'évolution a totalement changé de visage. Le vieillissement a complètement changé le visage sur le plan psychologique, on va le voir en détail. Alors l'évolution sociale, il y a quelques chiffres, je ne vais pas vous embarrasser de chiffres, mais enfin il y a des choses qui veulent bien dire ce que ça veut dire, ce sont les statistiques de l'INED, et en 1900, on vivait 46 ans. 1900, c'est pas si vieux que ça, il y a 115 ans. Hein. En 1900, l'espérance moyenne de vie, alors selon l'INED, quand on parle d'espérance de vie, c'est une espérance de vie d'un individu en bonne santé. Alors, en 1900, on vivait 46 ans. Vous vous rendez compte? Non. En 2000, pour la première fois, c'était donc il y a 15 ans, on a dépassé la moyenne à 80 ans. C'est pas vieux, hein, il n'y a que 15 ans. Bon.
Et en 2014, l'année dernière, on avait en France plus de sexagénaires que de moins de 20 ans. Donc c'est... Voilà. Alors, quand on voit un tableau comme ça, en 1900, il n'y avait pas besoin de s'occuper du vieillissement cutané, hein, parce qu'on vivait 46 ans. Bon. À 46 ans, on était mort. En 2000, 80 ans. Déjà, il fallait commencer à s'en occuper. Et là, maintenant, on a plus de sexagénaires que de moins de 20 ans. Où s'arrêtera-t-on? On n'en sait rien. Actuellement, une femme, pas un homme, mais une femme gagne un trimestre de vie tous les ans. La moyenne de durée de la vie est d'un trimestre de vie tous les ans. Un homme, c'est un tout petit peu moins, parce que la femme vit plus longtemps que l'homme, selon les statistiques, mais à quelques mois près. L'évolution psychologique. L'évolution psychologique, voilà. Voilà Marie Curie à 59 ans. Voilà Catherine Deneuve à 59 ans. Voilà. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, l'une ne faisait rien, et l'autre a été picousée, liftée, 3 fois d'ailleurs, par le professeur Nicolettis, etc., etc. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est pas ça. Non, l'essentiel, c'est que Marie Curie s'en moquait complètement de son apparence. Elle n'en avait rien à faire. Marie Curie et toutes les femmes qui vivaient à son époque. Ce n'était pas un sujet. Ça n'avait aucune importance. D'ailleurs, elle s'habillait en noir, à 59 ans. Les vêtements n'avaient aucune importance. L'apparence n'avait aucune importance. Elle n'avait jamais de sa vie été chez le coiffeur, parce que pour elle, c'était une perte de temps et ça servait strictement à rien. Il n'y avait que ce qui était intellectuel qui pouvait l'intéresser, et de très nombreuses femmes de son âge étaient dans la même situation. Catherine Deneuve, il en est tout autrement. L'apparence, c'est son fonds de commerce, donc elle a intérêt à s'en occuper. Elle va chez le coiffeur tous les matins, elle a sa maquilleuse tous les matins, elle a ses injections pas tous les matins, mais tous les 4 jours. Voilà, c'est ça l'évolution psychologique. C'est pour ça que vous avez un rôle tout à fait important, vous avez un rôle considérable, parce que vous auriez été esthéticienne au temps de Marie Curie, bah, vous n'aviez aucun travail à faire, alors que maintenant les femmes ont besoin de cette gestion de leur apparence. C'est ça l'évolution psychologique. C'est que du temps de Marie Curie, on ne faisait rien, et on n'avait rien à faire, et on s'en foutait, et du temps de Catherine Deneuve, évidemment, c'est complètement différent. Alors c'est ça l'évolution psychologique. C'est que maintenant, les gens veulent s'occuper de leur apparence. Alors, qu'est-ce qu'il faut déduire de cela? D'abord, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver, il faut se poser les bonnes questions. Ce processus, le vieillissement cutané, est physiologiquement normal, il est tout à fait normal d'avoir un vieillissement global, donc un vieillissement cutané, et ce processus est dans l'état actuel de nos connaissances totalement inéluctable et totalement irréversible. Déjà, il faut poser les choses telles qu'elles sont, il ne faut pas raconter d'histoire. Le vieillissement cutané est inéluctable et irréversible. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on est venu faire là? Bien. Eh bien, attendez, on va voir la réponse. Alors on va poser 4 questions. 4 questions. Peut-on empêcher l'installation du vieillissement cutané? Non. La réponse est non. On peut raconter ce qu'on voudra, la réponse est non. Peut-on ralentir le processus? Oui. Peut-on maîtriser son évolution? La réponse est oui. Peut-on réparer au moins partiellement ses conséquences? La réponse est oui. Alors vous savez, en esthétique, j'en sais rien, mais en médecine, quand on peut répondre oui sur 4 questions, on peut répondre oui à 3, ben on est très très content. On est très content, en tout cas on se sent content. Alors, on ne peut pas empêcher l'installation du vieillissement cutané, mais on peut ralentir son processus, on peut maîtriser son évolution et on peut réparer ses conséquences. Alors ça nous oblige à regarder un petit peu la physiologie. Je suis désolé, mais il faut qu'on rentre un petit peu dans les détails, parce que sinon on ne va pas très bien comprendre ce qu'on fait. En fait, le problème du vieillissement cutané, c'est que vous avez 3 acteurs. Vous avez 3 acteurs principaux au vieillissement cutané: la couche cornée de l'épiderme, les protéines fibreuses du derme et la microcirculation. En fait, vous êtes esthéticienne, eh bien, vous êtes médecin de la couche cornée, vous êtes médecin des protéines du derme et vous êtes médecin de la microcirculation. Voilà vos 3 clients. Voilà vos 3 clients. Si vous arrivez
à maîtriser convenablement la physiologie de la couche cornéenne, la physiologie des protéines fibreuses du derme et la physiologie de la microcirculation, vous avez gagné. Je vous en prie. Installez-vous. Mais vous savez, vu les événements, c'est tout à fait normal. Alors, commençons par la couche cornée. Vous savez, si un jour on arrivait à gérer convenablement la couche cornée de l'épiderme, on aurait déjà divisé le vieillissement par deux. Bon. Alors, il faut bien comprendre que la couche cornée subit deux phénomènes physiologiques très importants, qui sont sa kératinisation, qui sont son hydratation. Alors, la kératinisation de l'épiderme. Bon, vous êtes esthéticienne, vous avez étudié ça pendant des semaines et des semaines. Vous savez qu'à la base de l'épiderme, il y a les cellules germinatives. Vous savez que ces cellules germinatives donnent naissance à des cellules qu'on appelle des kératinocytes, que ces kératinocytes vont s'ascensionner progressivement de la base vers la partie supérieure de l'épiderme et subir un processus de kératinisation, c'est-à-dire se charger de kératine. Lorsque elles vont arriver au terme de ce voyage, qui dure 28 jours en moyenne, eh bien, elles vont perdre leur noyau, donc elles vont mourir. Et comme elles vont mourir, les kératinocytes, les physiologistes du 19e siècle, leur ont donné un autre nom, ils vont devenir des cornéocytes. Pourquoi des cornéocytes? Parce qu'au 19e siècle, on n'avait pas les moyens d'investigation qu'on a maintenant, et les physiologistes étaient persuadés que la kératine, c'était de la corne. D'où le nom de cornéocyte. On sait maintenant que ce n'est pas vrai, mais au 19e siècle, on ne le savait pas. Donc on pensait que c'était de la corne. Donc les kératinocytes qui se chargent de plus en plus de kératine et qui arrivent au terme de leur voyage s'appellent des cornéocytes. Et ces cornéocytes s'agrègent les uns dans les autres à l'image des tuiles d'un toit et protègent finalement la couche cornée de l'épiderme. Ils sont recouverts par un film hydrolipidique. On va regarder ça en détail. Le problème, c'est le problème de l'hydratation. Alors, la peau hydratée ou la peau déshydratée n'existe pas. C'est une erreur de langage qui a été commise à la fin du 19e siècle et qu'il faut absolument rectifier. La peau déshydratée n'existe pas, sauf sur le cadavre frais. Mais en dehors de ça, la peau déshydratée n'existe pas. Ce qui existe, c'est la couche cornée de l'épiderme qui est déshydratée. Notre corps humain est fait à 72% d'eau, à peu près. La peau est faite globalement à 65-66% d'eau. Sauf la couche cornée de l'épiderme qui est à 10%. Et heureusement que c'est ainsi. Car si la couche cornée de l'épiderme était à 66 comme le reste, on ne pourrait pas prendre un bain sans absorber l'eau. On ne pourrait pas marcher sous la pluie sans absorber l'eau qui tombe. Il faut qu'il y ait 10% pour protéger les 66% qui restent, sinon on absorbait toute l'eau. Donc le problème, c'est de maintenir ces 10% au niveau de la couche cornée de l'épiderme pour protéger le reste de la peau, pour avoir cette fonction de rôle de protection qu'on lui connaît. Donc le stratum corneum, pour le dire en latin, c'est comme ça, les cornéocytes, donc ce sont les cellules kératinisées, elles meurent, en médecine ça s'appelle une nucléolyse, le verbe lyser en médecine veut dire détruire, une autolyse c'est suicide. Quand il y a une mort, il y a une dégradation, et cette dégradation va bien servir puisqu'elle va donner naissance à des facteurs naturels d'hydratation, les NMF, qui sont faits d'acide aminé, d'urée, d'acide organique, etc., et qui correspondent à la dégradation des cornéocytes morts. Et puis le film hydrolipidique qui va protéger cette couche, comme son nom l'indique bien, il a deux fractions, une fraction hydrosoluble, ce sont les NMF avec un petit peu de sueur, un petit peu d'urée, et puis il y a une fraction liposoluble, qui sont du sébum, des résidus cellulaires, et puis le cholestérol cutané, bien entendu. Et tout ça, ça va maintenir l'hydratation en empêchant l'évaporation qui porte le nom de PIE, perte insensible en eau, ce qu'on appelait avant la perspiration insensible. Autrement dit, il faut que l'eau reste dans la couche cornée, il ne faut pas qu'elle s'évapore, d'où la nécessité de ce film hydrolipidique. Alors, une peau hydratée, je commets l'erreur de langage moi-même, parce que c'est rentré dans le langage courant. Vous n'allez pas avoir une femme rentrer dans votre institut et dire écoutez, madame, bonjour, voulez-vous me donner une crème réhydratante de ma couche cornée? Vous diriez, c'est quand même bizarre. Elle va vous demander une crème réhydratante de la peau, sauf qu'on ne réhydrate pas la peau, on réhydrate la couche cornée de l'épiderme. Bon, mais c'est passé dans le langage, on n'y peut rien. Alors, la peau hydratée, c'est une peau
qui a un film hydrolipidique en bon état. C'est des cornéocytes qui sont entourés de lipides, qui est un ciment intercellulaire, notamment les céramides. Et l'hydratation se fait un petit peu par la transpiration, un petit peu par l'humidité atmosphérique, mais ça ne représente que 5%. En fait, 95% de l'hydratation de la couche cornélipidienne vient du derme par diffusion. L'eau est aspirée du derme pour remonter dans l'épiderme par un système, un algorithme mathématique que les cosmétologues connaissent bien. Ce sont les fameuses lois de Fick, Adolphe Fick. Il y en a 7 qui permettent de calculer, quand vous créez une crème de cosmétologie, vous calculez par la loi de Fick les flux de remontée de l'eau du derme vers l'épiderme. Ça, c'est une peau hydratée. Alors, qu'est-ce qu'une peau déshydratée? Ben, une peau déshydratée, c'est ça. C'est une peau où le film hydrolipidique a des trous, il est en mauvais état, donc il va laisser passer l'eau. Les céramides, les lipides ont disparu autour des cellules, donc elles ne tiennent plus. Exactement comme si vous montiez un mur de parpaing sans mettre de ciment, c'est pareil, ça ne tient plus du tout. Et l'eau, eh bien, ne fait que de passer. Elle remonte du derme, toujours, mais elle ne s'arrête pas dans l'épiderme et elle s'évapore immédiatement. Donc, quand on veut éviter cela, il faut une crème réhydratante. Qu'est-ce que c'est qu'une crème réhydratante? C'est tout simplement une crème qui contient des acides hydrophiles qui vont pomper l'eau du derme pour la fixer dans l'épiderme. Et puis, dans la crème hydratante, il y a aussi un réparateur du film hydrolipidique pour empêcher que cette eau qui remonte soit immédiatement retrouvée dans l'atmosphère. Donc, première cause du vieillissement cutané, c'est la réhydratation, c'est l'hydratation de la couche cornélipidienne. Si vous arriviez, mesdames, messieurs, à hydrater convenablement la couche cornélipidienne, vous réduiriez déjà d'au moins 40% l'évolution du vieillissement cutané. Vous savez, vous n'imaginez pas le rôle pédagogique que vous avez. Je suis consultant chez L'Oréal et ils ont beaucoup d'argent pour faire des statistiques, donc on a des statistiques à longueur de temps. Et vous savez que 50% des femmes ne mettent jamais de crème de jour. Vous savez que 17% des femmes se couchent le soir sans se démaquiller. C'est terrible. Donc vous avez un rôle pédagogique que vous ne soupçonnez pas. Si vous persuadez une femme, vous avez dans votre clientèle, pas dans votre clientèle, parce que ces femmes-là ne viennent pas forcément à l'institut, mais vous avez dans votre entourage féminin une femme sur 5 qui ne se démaquille pas le soir. Vous vous rendez compte? Vous avez dans votre entourage féminin, vos amis, dans vos connaissances, une femme sur 2 qui ne sait pas ce que c'est qu'une crème de jour. Alors vous vous rendez compte le rôle pédagogique que vous avez. Si vous déjà vous l'avez persuadé de se démaquiller le soir et de mettre une crème de jour pour réhydrater la couche cornélipidienne, vous avez déjà gagné 40% du vieillissement cutané. Les protéines fibreuses du derme. Alors on passe à l'étage en dessous. Vous savez que l'épiderme, ce sont des couches mises les unes sur les autres. Dans l'épiderme, il n'y a ni vascularisation ni innervation. Il n'y a pas de vaisseau et il n'y a pas de nerf. Alors que dans le derme, alors là c'est tout autre chose. C'est une usine complète où il y a beaucoup de monde, et notamment des cellules qui s'appellent des fibroblastes, qui vont synthétiser des protéines de collagène et des protéines d'élastine. Fibroblastes, alors un petit aparté, en médecine, le suffixe blast est employé pour les cellules de construction, tandis que le suffixe claste est employé pour les cellules de destruction. Je prends un exemple très simple. Vous construisez vos os avec des ostéoblastes qui construisent l'os à partir du calcium, et quand les cellules ont 28 jours et qu'elles sont en fin de vie, elles sont dégradées, leurs résidus sont dégradés par des cellules qui s'appellent des ostéoclastes. Alors les fibroblastes, ben, vous avez compris, ce sont des cellules de fabrication des fibres. Bon. Au premier rang desquelles il y a des protéines de collagène et des protéines d'élastine. Alors faisons une petite biopsie du derme, si j'ose dire, une biopsie virtuelle, bien entendu. Vous avez ici les fibroblastes, on les appelait avant les cellules étoilées, parce que c'est une vague forme d'étoile. Elles vont donner naissance à ces protéines qu'elles vont excréter et qui vont s'organiser en réseau de collagène. Elles vont donner naissance à ces protéines d'élastine qui vont s'organiser en et puis elles vont donner naissance à la matrice extracellulaire. C'est la seule cellule du corps humain qui synthétise
la matrice dans laquelle elle baigne, ce qu'on appelait avant la substance fondamentale. Donc c'est le fibroblaste qui produit lui-même son environnement. C'est assez étonnant et c'est assez rare dans le corps humain. Il n'y a que les cellules hépatiques qui font la même chose. Alors, il n'y a pas que ça, hein. Il y a des mastocytes, il y a des macrophages parce qu'il faut bien faire un peu de ménage, il y a des lymphocytes parce qu'il faut des gendarmes pour protéger contre les bactéries, il y a des cellules endothéliales parce qu'il faut fabriquer des vaisseaux, mais tout ça, ce n'est pas notre sujet de ce matin, donc je fais disparaître ça pour ne retenir que collagène, élastine, matrice extracellulaire. Bon, ben, je crois que je vais dire à l'avance ce qui va apparaître maintenant dans la diapositive. Donc voilà, voilà. Donc les fibroblastes synthétisent tous les composants de la matrice extracellulaire, synthétisent le collagène et synthétisent l'élastine, je ne fais que de me répéter. Le collagène, parlons du collagène 2 minutes. Alors le collagène, c'est d'abord la première protéine du corps humain. On en a partout. On en a partout. Il n'y a pas que dans la peau. On en a partout. Sur un corps humain, sur un poids de 80 kg, il y a 70 kg de collagène. Non, 60 kg de collagène. Voilà, il y en a partout. Bon, alors le collagène, bon, c'est un polypeptide à triple hélice, tout le monde sait ça. Voilà, il y a 1055 acides aminés, très bien. Mais le problème, c'est qu'il y a 28 familles de collagène. Et c'est tout à fait normal. Vous comprenez bien que le collagène de la peau n'a pas du tout la même structure que le collagène qui fabrique, par exemple, la tubulure du rein. Ça ne peut pas être le même. Bon. Donc il y a 28 familles de collagène. Alors, dans la peau, ça s'organise de la façon suivante. La structure du collagène, il y a un cœur de fibre. Il y a un cœur de fibre qui est de type 5 et de type 11. Et puis il y a le collagène noble, si j'ose dire, qui va lui constituer la solidité de la peau, qui est de type 1, 2, 3. Quand vous voulez introduire du collagène dans la peau d'une de vos clients, naturellement, c'est du 1, 2, 3. Et puis ce collagène, il ne vit pas tout seul au milieu de la peau, comme ça, il ne se promène pas comme un poisson dans l'eau. Il est relié nécessairement aux autres structures du derme. Donc pour ça, il faut des protéines adhésives, et on a un collagène non fibrillaire, le 12 et le 14, qui est chargé de se coller aux autres structures de la peau. À quoi sert le collagène? Eh bien, le collagène va stocker les forces de tension. C'est grâce au collagène que la peau est solide. On peut comparer ça au filet d'un pêcheur où il y a des grosses mailles et puis des mailles plus petites, etc. C'est la tension de la peau. Le collagène, c'est la solidité de la peau. La peau ne serait pas solide s'il n'y avait pas de collagène. Il est fait pour ça. Alors, il faut relier ce collagène aux autres protéines du derme. Donc, on a un collagène microfibrillaire qui va avoir une forte interaction avec les cellules du derme, et c'est le collagène de type 6 qui porte des molécules d'acide hyaluronique. Donc, ça, c'est la solidité de la peau. Et puis, il y a l'élastine. Alors, l'élastine, c'est toute une histoire. Il y a 15 ans, à peu près, je me rappelle, 15-20 ans, la mode, si j'ose dire, parce qu'il y a beaucoup de mode en médecine, vous savez, la mode, c'était de dire que le collagène était la protéine noble du corps humain, d'ailleurs, pas seulement de la peau, du corps humain, et que l'élastine, ben, on ne sait pas pourquoi le bon Dieu avait mis l'élastine dans la peau, parce que ça ne servait pas à grand-chose. Bon, ben, c'était là. Ça, c'était la mode de dire la protéine noble, c'est le collagène, et l'élastine, c'est une protéine sans grand intérêt. Et on sait maintenant que ce n'est pas vrai. On sait maintenant que ce n'est pas vrai. On sait que l'élastine a autant d'intérêt que le collagène. C'est une protéine très hydrophobe. C'est un polypeptide de 830 résidus d'acides aminés, notamment la proline et la glycine. Et c'est une protéine très importante parce qu'elle a différentes conformations. Elle a différentes conformations. Les réseaux d'élastine peuvent, alors elles sont reliées par des liaisons de lysine, qui est un acide aminé, et les différents réseaux d'élastine peuvent se mettre en allongement ou en enroulement. Un changement de conformation d'élastine qui lui permet de se mettre en allongement ou en enroulement. Ça veut dire que quand les réseaux d'élastine se mettent en allongement, la peau est tendue. Lorsque l'élastine se met en enroulement, la peau est détendue. Et pour des raisons qu'on ignore totalement, mais alors totalement, on n'a aucune idée de cela. Lorsqu'une femme est récemment ménopausée,
son élastine se met en permanence en enroulement. Et c'est pour ça qu'une femme récemment ménopausée voit sa peau se détendre et le déplore d'ailleurs, à juste titre. Et l'explication est sur ce tableau. L'explication physiologique. Mais l'explication étiologique, personne ne sait pourquoi. Ça viendra. Pour l'instant, personne ne sait pourquoi. Donc l'élastine est extrêmement importante. Et l'élastine est responsable de l'élasticité de la peau, comme son nom l'indique. Alors, on va voir que c'est là tout le problème. Le problème du derme, le problème de cette partie de la peau, c'est le couple élastine-collagène. Car le collagène est extrêmement résistant aux tractions. Pour coupler une peau, il faut se donner la peine quand même, c'est pas si simple. Hein. Il est responsable de la solidité de la peau, alors que l'élastine est très extensible, est responsable de la solidité de la peau et de tous les mouvements qu'on peut faire dans la journée sans faire craquer la peau. Ça veut dire que la peau est unique en cela, c'est un organe dit paradoxal. C'est un organe paradoxal parce que la peau est à la fois souple et solide. Or, c'est antinomique, car dans le corps humain, quand quelque chose est souple, il n'est pas solide, et quand quelque chose est solide, il n'est pas souple. Je prends toujours auprès de mes élèves une comparaison articulaire. Si vous avez l'articulation de la hanche, l'articulation de la hanche, elle est très solide, il faut qu'elle le soit, pour vous permettre de marcher, de courir, de monter les escaliers, etc., mais elle n'est absolument pas souple. Les amplitudes de la hanche sont extrêmement réduites. Alors que l'articulation de l'épaule est extrêmement souple, les amplitudes sont très très grandes, mais elle n'est absolument pas solide. La preuve, c'est que les sportifs se la luxent très régulièrement. Eh bien, la peau commet, si j'ose dire, le miracle d'être à la fois souple et solide, ce qui lui confère un caractère paradoxal. C'est pour ça qu'on dit que la peau a un caractère paradoxal, et c'est grâce à ce couple collagène-élastine. C'est pour ça que l'élastine sert à quelque chose. Alors la matrice extracellulaire, c'est-à-dire la substance fondamentale dans laquelle baigne tout ce monde-là, alors il y a des glycoprotéines de structure, il y a des protéines adhésives parce qu'il faut que tout ça soit collé entre eux, il y a des protéoglycanes qui sont des cellules géantes parce qu'il faut occuper l'espace, et puis il y a ce qui est très important pour vous, vous devriez mettre ça au-dessus de votre caisse parce que c'est votre principal fournisseur de clientèle, c'est les GAG, les glycosaminoglycanes. C'est très important, pourquoi? Parce que c'est les glycosaminoglycanes, Monsieur Prévost, vous avez du monde qui arrive, voilà, c'est gentil de m'écouter, mais vous avez du monde qui arrive. Les glycosaminoglycanes, eh bien, c'est de l'acide hyaluronique. C'est de l'acide hyaluronique. Enfin, je raccourcis volontairement parce que mon temps de parole est court. C'est les hyaluronanes, les hyaluronanes étant les précurseurs de l'acide hyaluronique. Voilà. Alors, je vais vous dire, alors l'acide hyaluronique, c'est pas un gadget fait pour l'esthétique, c'est évident. L'acide hyaluronique a été découvert en 1934, dans le corps vitré de l'œil. Et le corps vitré de l'œil, hyalos en grec veut dire translucide. Et quand on a découvert l'acide hyaluronique dans le corps vitré de l'œil, eh ben, on a changé le nom et on l'a appelé le corps hyalin, parce que hyalos veut dire translucide en grec. Alors l'acide hyaluronique, il y en a partout. C'est comme le collagène, il y en a partout. Il y en a dans le derme, le cutané, bien entendu. Il y en a dans le corps vitré de l'œil, bien entendu, puisque c'est là qu'il a été découvert en 1934. Il y en a dans tous les cartilages c'est de l'acide hyaluronique. Il y en a dans le liquide synovial. Si vous avez un épanchement de synovie, vous avez un épanchement d'acide hyaluronique. Bref, il y en a absolument partout. C'est un composant essentiel de l'organisme et vous allez comprendre pourquoi. Alors voilà la structure de l'acide hyaluronique. Bon, je ne vais pas faire de science inutile. Ce sont des disaccharides qui sont répétés 25 000 fois sur des chaînes et qui sont faites, comme tout disaccharides, de deux molécules, l'une d'acide glucuronique et l'autre d'acétylglucosamine. Ça, retenez pas ça. Je vais simplement vous montrer la formule chimique de l'acide hyaluronique et la retenez surtout pas. La retenez surtout pas. Mais je voudrais vous montrer quelque chose, parce que ça va vous faire comprendre en 10 secondes en quoi l'acide hyaluronique est important. Bon, je ne sais pas si vous avez aimé la chimie, en tout cas, grâce à moi, vous allez l'adorer. Voilà, regardez-moi ça. COOH. COOH.
COOH. Vous n'avez pas l'impression que la formule n'est pas terminée. COOH2O. C'est compléter la chanson. Je ne sais plus quel est l'animateur de la télévision qui dit compléter les paroles de la chanson. Donc COOH, COOH, COOH. S'il y avait COOH2O, ça ferait quand même mieux. Et bien c'est le cas. Voilà, comme le derme est rempli d'eau, 66%, H2O, et bien voilà ce qui va se passer. Les COOH vont absorber toute l'eau disponible du derme. C'est en cela que l'acide hyaluronique est l'acide le plus hydrophile, celui qui retient le plus l'eau, puisque tous les COOH sont candidats à pomper une molécule d'eau. Donc vous allez absorber toute l'eau du derme. Et in vitro, pas in vivo bien sûr, in vitro, 1 gramme d'acide hyaluronique permet de fixer 1 litre d'eau. C'est bien énorme, ce qui est absolument considérable. Alors le problème c'est que quand on vieillit, eh bien voilà, on a moins d'acide hyaluronique, il est de moins bonne qualité, donc il faut susciter quelque chose pour qu'il puisse absorber l'eau du derme. Et c'est en cela que toutes les crèmes hydratantes ont un acide hydrophile et que dans 99% des cas, c'est de l'acide hyaluronique, bien sûr, pour pouvoir absorber l'eau du derme, la fixer dans l'épiderme et ensuite, la fixer dans le derme et ensuite faire que par la loi de Fick, le flux remonte vers l'épiderme et réhydrate la couche cornée comme on l'a vu. Voilà pourquoi l'acide hyaluronique est pour vous une molécule extrêmement importante. Troisième acteur du vieillissement, premier acteur du vieillissement cutané, la couche cornée de l'épiderme. Deuxième acteur, les protéines fibreuses du nerf. Troisième acteur, la microcirculation. Alors la microcirculation ne se distingue en rien de la circulation générale. Il y a 3 compartiments, le compartiment artériel, le compartiment veineux et le compartiment lymphatique. Mais la physiologie vasculaire fait que la disposition de cet appareil est très particulière. D'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, l'épiderme n'a pas de vascularisation. Mais il faut quand même bien qu'il reçoive de l'oxygène et des nutriments. Donc ça va se faire grâce à l'appareil papillaire, qui vient coller par des anses papillaires juste en dessous de l'épiderme, et qui par osmose va envoyer de l'oxygène dans l'épiderme. Cet appareil papillaire est relié à un plexus dermique qui vient le nourrir. Ce plexus dermique est relié lui-même à un plexus dermique profond, plexus dermique superficiel, plexus dermique profond. Et puis ce plexus dermique profond est alimenté dans l'hypoderme, à la base de l'hypoderme, par des vaisseaux sous-cutanés. Mais regardez, le problème, c'est qu'il y a des écluses, il y a des shunts, ce qu'on appelle des shunts artério-veineux, qui portent le nom un peu bizarre, enfin, ça date du 19e siècle, de glomérules de Masson, parce que c'est Masson au 19e siècle qui l'a découvert et qui l'a décrit. Donc ces shunts artério-veineux vont en fait gérer les flux entre le plexus dermique profond et le plexus dermique superficiel. En fait, c'est comme des écluses dans un canal. Le problème, c'est que quand on vieillit, eh bien, ces shunts fonctionnent de moins en moins bien. Ces shunts fonctionnent de moins en moins bien, et par conséquent, le plexus dermique superficiel n'est plus alimenté. Et vous imaginez bien que s'il n'est plus alimenté, eh bien, le derme va être moins vascularisé, et l'épiderme ne va plus l'être du tout. Voilà, c'est ça le problème. Je ne sais pas s'il y a des fumeuses parmi vous, j'espère que non. Quoique j'ai beaucoup fumé, donc je ne peux pas jeter la pierre. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un fume? Quand quelqu'un fume, il absorbe une substance qu'on appelle l'acide nicotinique, qu'on appelle dans le jargon populaire la nicotine, mais la nicotine n'existe pas, c'est l'acide nicotinique. Bien. Or, l'acide nicotinique a la propriété cet acide a la propriété d'être vasoconstricteur. Autrement dit, quand on fume, on absorbe de l'acide nicotinique et cet acide nicotinique bloque le shunt qui est ici. Et c'est pour ça que lorsque on fume, eh bien, on met sa microcirculation en vasoconstriction. Alors c'est pour ça que la peau de quelqu'un qui fume est beaucoup moins tonique, beaucoup moins lumineuse, beaucoup moins éclatante, pour employer vos termes habituels, que quelqu'un qui ne fume pas, parce que quelqu'un qui fume, c'est quelqu'un qui n'a plus de shunt artério-veineux. Bon. Je ne parle pas des conséquences du cancer bronchopulmonaire ou des conséquences cardiovasculaires,
Mais au niveau de la peau, le problème du tabac, là c'est ça. Voilà. C'est un aparté. Monsieur Prévost, j'aurais fait ma petite campagne anti-tabac. Oui, c'est parfait, professeur. Alors, la synthèse des altérations liées au vieillissement cutané, on va faire cette petite synthèse. Bon, au niveau de l'épiderme, on a ce qu'on appelait une déshydratation cutanée. Donc vous avez bien compris que là, on a une peau hydratée, là, on a une peau déshydratée, le film hydrolipidique est abîmé, il n'y a plus de céramide autour des cellules, donc l'eau ne fait que de passer dans l'épiderme et s'évacue par la perte insensible en eau. Au niveau du derme, là, vous avez du travail, mesdames, messieurs. Vous avez du travail. Parce que, au niveau des fibroblastes, quand on vieillit, on a une diminution des synthèses. Donc, si on a une diminution des synthèses, on va avoir une diminution de la production de collagène, une diminution de la production d'élastine, une diminution de la production d'acide hyaluronique, bref, une diminution de tout. Donc ça, il va falloir le compenser. Au niveau de la matrice extracellulaire, eh bien, on va observer un phénomène qui s'appelle l'altération des glycosaminoglucanes. Et l'altération des glycosaminoglucanes, ça correspond à une diminution de l'acide hyaluronique. Au niveau de collagène, alors le collagène, lui, en vieillissant, eh bien, il se rigidifie. Il se rigidifie et par glycation, la glycolysation, ce qui est la même chose, la glycation, c'est, comment dire, en chimie, c'est l'union d'un sucre et d'un radical amine. Donc l'union d'un sucre et d'un radical amine, ça provoque une rigidification du collagène. C'est pour ça que vous avez peut-être vu dans des formules, des cosmétiques que vous employez, quelquefois, des antiglycans. Les antiglycans, c'est pour lutter contre cette rigidification du collagène. Et puis, l'élastine, eh bien, elle va se elle a deux faiblesses, l'élastine. Elle va se solubiliser ou elle va se calcifier. L'élastine a une structure chimique telle qu'elle absorbe tous les ions calcium. Et puis, elle se solubilise. Alors, naturellement, une élastine qui est pleine de calcium, vous imaginez bien que c'est plus élastique. Voilà. Alors, voilà votre programme de travail au niveau du derme. Donc, il n'est pas mince. Alors, il y a des solutions. Je suppose que ces messieurs vous en parleront dans la journée. Au niveau du derme, alors, on a un autre problème. On n'arrive pas à le régler. C'est celui des enzymes. Vous avez donc du collagène, vous avez de l'élastine, vous avez de l'acide hyaluronique. Ces protéines de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique ne sont pas éternelles. Elles vont avoir une durée de vie, qui est en général de 21 jours, 21 jours. Et au terme de ces 21 jours, il faut bien faire le ménage. Il faut détruire les résidus. C'est la raison pour laquelle on a les fibroblastes produisent les enzymes correspondants. Les enzymes portent toujours le même nom que la protéine, mais avec le suffixe ase, de telle sorte que les hyaluronidases sont les enzymes de l'acide hyaluronique, les collagénases du collagène et l'élastase de l'élastine. Alors ces enzymes ont un rôle très, très important. Elles vont casser les liaisons moléculaires pour pouvoir dégrader les cellules en fin de vie. Bon. Les collagénases vont rompre les lésions peptidiques pour pouvoir dégrader les résidus. Les élastases, pareil. Mais on a un problème en médecine qu'on ne sait absolument pas résoudre, qu'on avait résolu, puis c'est tombé à l'eau avec la crise de la vache folle, c'est que lorsqu'une femme, alors on ne sait pas pourquoi, je suis incapable de vous expliquer pourquoi, parce qu'on n'en sait rien. Lorsqu'une femme est ménopausée, aussitôt après, vous savez que la ménopause correspond à la chute brutale des hormones LH et FSH. Donc cette chute brutale de cette production hormonale provoque une diminution rapide de la synthèse de l'acide hyaluronique, de la synthèse du collagène et de la synthèse de l'élastine. Donc une femme ménopausée a moins d'acide hyaluronique, moins de collagène, moins d'élastine. Mais, pour des raisons qu'on ne connaît pas, elle produit toujours autant de hyaluronidase, de collagénase et d'élastase. De telle sorte que ces enzymes, au lieu de s'attaquer aux résidus, s'attaquent aux protéines nobles. Donc c'est une double peine. Parce qu'une femme ménopausée voit sa production de collagène et d'élastine diminuer, mais conserve sa production de collagénase et d'élastase qui s'attaquent
au peu d'élastine, au peu de collagène et d'élastine qui lui reste. Bon, alors ça, c'est un gros problème. Je peux vous dire que ça occupe tous les laboratoires de recherche de cosmétologie du monde, parce que c'est un gros problème. Alors on l'avait résolu avec les antiélastases leucocytaires. Mais les antiélastases leucocytaires, c'était un produit dérivé sanguin qui a été interdit au plan mondial aussitôt après la crise de l'ESB, qu'on appelait la HPA. Donc on essaye de trouver des antiélastases d'origine végétale, des anticollagénases d'origine végétale, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Mais ça va venir dans les quelques années qui viennent, et le problème sera résolu. Mais tant qu'il n'est pas résolu, il faut s'occuper de façon extrêmement attentive de la peau d'une femme récemment, après ça se stabilise, mais de la peau d'une femme récemment ménopausée, car elle va subir une diminution de ses protéines nobles, mais conserver ses enzymes de destruction. Donc une femme récemment ménopausée doit faire l'objet de tous vos soins pour compenser cet état physiologique que l'on ne maîtrise pas pour l'instant. Au niveau de la microcirculation, bah, voilà, je vous l'ai dit, hein, on a l'inefficacité des shunts, donc on a une diminution de l'hémodynamique. L'hémodynamique, c'est la vitesse du flux sanguin, une chute de l'homéothermie, c'est-à-dire la conservation de la température, etc. Donc on n'a plus une moins bonne microcirculation. Vous connaissez bien les conséquences que ça peut avoir. Alors, quelles sont les causes du vieillissement cutané? Alors, ça serait tellement simple s'il y en avait une, mais il y a 4 familles de causes, en fait. Je vais passer rapidement. Il y a 4 familles de causes qui sont endogènes et exogènes. Il y a le vieillissement cutané chronologique, pas celui contre lequel on ne peut pas grand-chose. C'est ce qu'on appelle le vieillissement cutané intrinsèque, c'est-à-dire le vieillissement cutané d'origine génétique. C'est l'apoptose. On a une durée de vie de cellules, on a on a un génome, on a un héritage génétique. On ne peut pas grand-chose, on va pas, c'est pas demain matin la veille qu'on fera des mutations génétiques pour traiter le vieillissement cutané. Donc ça, c'est notre personnalité propre. On ne peut pas grand-chose pour le faire. On a le vieillissement, alors je sais bien, je vais me faire assassiner de dire ça à Cannes, bien sûr, mais on a le vieillissement cutané photo-induit. On ne dira jamais à quel point, les UV font des dégâts considérables sur la peau. Les UV ont des actions sur l'épiderme en provoquant des cancers basocellulaires cutanés, en provoquant des mélanomes, ce qui est redoutable, et les UV ont des effets sur le derme en détruisant le collagène et en détruisant l'élastine. Vous avez sur la plage de Cannes des petites vieilles qui ont la peau comme une pomme de reinette parce qu'elles n'ont plus de derme. Parce qu'elles n'ont plus de derme, ça s'appelle une élastose. Voilà. Bon, alors, seulement, c'est un problème social plus qu'un problème médical. Vous ne pouvez pas persuader une jeune femme de rester blanche comme un cachet d'aspirine à côté de sa petite copine qui est toute bronzée. Elle peut le payer d'un cancer cutané. J'ai mon service, je dirige mon service à l'hôpital européen de Paris. Et à l'hôpital européen de Paris, je n'ai jamais vu de ma carrière autant de cancers cutanés et autant de mélanomes, et donc autant de morts. Que faire? Que faire? Les campagnes de prévention sont des échecs complets. Pour des raisons que j'ignore, je suis professeur de médecine, je ne suis pas épidémiologiste. Pour des raisons que j'ignore, les campagnes anti-tabac ne fonctionnent pas. Les gens fument toujours autant. Les campagnes anti-UV ne fonctionnent pas. Les gens se font toujours autant bronzer. Que faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça arrange bien les cancéreux. Et on a le vieillissement cutané ménopausique. Le vieillissement cutané ménopausique, j'en ai parlé, c'est celui qui est lié à la ménopause, donc il est très proche du vieillissement chronologique, sauf que là, on a des solutions à proposer, alors que dans le chronologique, on n'a pas de solution, on ne peut pas modifier le génome d'un individu. Et on a le vieillissement cutané environnemental, qui a 3 composantes. Le tabagisme. Alors, essayez de faire comme le médecin généraliste, essayez de persuader vos clients que le tabac est très dangereux pour sa santé, mais surtout qu'elle n'a aucune chance d'avoir une belle peau si elle fume, que sa peau sera toujours en vasoconstriction, et que si elle fume, elle peut toujours
bricoler, faire des gommages, faire ceci, faire cela, elle sera toujours en vasoconstriction. Si ses membres inférieurs, si ses jambes étaient tout le temps en vasoconstriction, on lui couperait les jambes. Bon, ben, la peau ne peut pas l'enlever. Bon, vous pouvez faire ça. Vous avez la pollution atmosphérique, alors là c'est un problème contre lequel vous ne pouvez rien. Et puis vous avez un rôle extrêmement important. Il y a dans votre profession une stupidité dont je ne connais pas l'origine et dont je ne comprends pas que le ministère de la Santé n'ait pas encore interdit. C'est l'ozone. C'est l'ozone. Car l'ozone, la formule de l'ozone, c'est O3. Là. Alors, vous enlevez un O à O3, vous avez O2. Donc, vous avez une production de radicaux libres. Alors, comment peut-on encore autoriser le vapozone? Le ministère de la Santé qui interdit tout, y compris ce qui n'est absolument pas dangereux, ne s'est jamais intéressé au vapozone. C'est une connerie monumentale. Et c'est un scandale de santé publique. Certaines marques se sont adaptées en remplaçant la production d'ozone par des vapeurs d'eau. Je ne sais pas du tout à quoi peut bien servir de mettre de la vapeur d'eau sur le visage de quelqu'un. Mais au moins, ce n'est pas dangereux. Tandis que le beignet d'ozone, eh bien, c'est lui faire produire des radicaux libres dans des conditions complètement invraisemblables. Donc, n'utilisez pas de vapozone. Voilà. Et je dis toujours aux médecins, interdisez le vapozone, aux médecins qui font de l'anti-âge, interdisez le vapozone à vos patientes. Parce que franchement, c'est tirer un but contre son corps. Voilà. J'ai fait passer le message. Vous ne vendez pas de vapozone, monsieur Prévost? J'ai arrêté. Ah, heureusement. Depuis la dernière conférence. Heureusement. Conclusion. Le vieillissement cutané est un phénomène plurifactoriel et naturellement il y aura plusieurs traitements. Alors quels sont les traitements du vieillissement cutané? Alors, quand vous voulez traiter le vieillissement cutané, que vous soyez médecin ou que vous soyez esthéticienne, il y a 4 stratégies, il y a 4 philosophies de traitement. Vous avez les traitements par soustraction, les traitements par addition, les traitements par reprogrammation, les traitements par stimulation. Les traitements par soustraction. C'est un peu provoquant ce que je dis là, mais quand on veut que les élèves écoutent, il faut avoir des mots provocants. Les traitements par soustraction, eh bien, il y en a 2 types. Il y a l'exfoliation et il y a le peeling. C'est pas du tout la même chose. Il ne faut pas confondre les deux, parce que ça n'a rien à voir. L'exfoliation, c'est l'accélération du processus de desquamation des cornéocytes. Autrement dit, quand on fait une exfoliation, quand vous demandez à une de vos clients, quand vous le faites vous-même, de faire un gommage, qu'est-ce que c'est qu'un gommage? C'est une crème grasse dans laquelle on a mis des billes de polyéthylène. Vous allez par frottement évacuer les cellules matures de la couche cornéenne. Mais vous n'allez rien modifier sur le plan histologique, sur le plan de la nature de la peau. Vous allez simplement accélérer un processus qui de toute façon se serait déroulé tout seul. C'est une exfoliation. Le peeling, c'est autre chose. Le peeling, c'est, en anglais, to peel veut dire peler, donc c'est une amputation. Donc c'est une décision à prendre. C'est une amputation. Alors on peut épiler une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches, 5 couches, 6 couches de l'épiderme. Vous ne pouvez pas, mais le médecin peut épiler 6 couches de l'épiderme. Il peut retirer l'épiderme, il peut amputer l'épiderme. Il faudra 3 mois pour qu'il se reconstruise. Ça sera 3 mois d'éviction sociale, 3 mois d'éviction solaire, c'est naturellement l'épiline au phénol, par exemple. Mais vous pouvez amputer la première couche cornéocytaire. Mais ce n'est pas la même chose. Donc il faut le savoir. Alors, comme personne ne s'y retrouve, j'ai fait un petit tableau pour donner tous les moyens de l'exfoliation et du peeling. Il y a 3 moyens. Il y a les moyens physiques, les moyens chimiques, les moyens cosmétologiques. L'exfoliation physique, eh bien, c'est la microabrasion par projection. Alors, il y a encore quelques années, on faisait des projections de cristaux amorphes de corindon, c'était la microabrasion. On a quasiment totalement arrêté parce qu'on s'est aperçu en faisant des biopsies qu'il y avait des résidus de corindon dans le derme. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave, puisque c'est un cristal amorphe, qu'il y ait des résidus de corindon dans le derme. Mais d'un autre côté, le derme n'a pas vocation à devenir un cimetière de corindon. Donc, on fait maintenant des microabrasions
par projection d'eau, et peut-être que vous pourrez aller voir en bas la démonstration de cela. Monsieur Prévost vous prendra par la main et vous emmènera voir ça. Il y a des microabrasions par flexion, c'est ce que les Américains appellent la sandbrasion, c'est-à-dire la microabrasion au papier de verre. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. Ça se fait aussi en Suisse, mais naturellement les Suisses sont plus riches avec des pierres précieuses. Et il y a les microabrasions par vibration. Bon. Le peeling, c'est la dermabrasion, alors la vraie, c'est-à-dire une roue dentelée avec des diamants qui tourne avec un tour de dentiste, et la dermatologue va, ou le dermatologue, va arracher une couche, deux couches, trois couches, quatre couches, cinq couches, six couches de l'épiderme. L'épiderme, c'est 120 micromètres. Donc c'est pas très épais, donc c'est pas facile à faire. Il y a les lasers et la lumière pulsée, il y a les cryothérapies, il y a la neige carbonique. L'exfoliation chimique, c'est les enzymes. C'était plus à la mode et ça revient. Je vois dans les gammes de cosmétologie médicale de plus en plus de gammes avec des enzymes. Donc les enzymes reviennent en force, après avoir disparu. Les peelings, ben, vous avez le trichloracétique, la résorcine, le phénol, mais là on est dans les peelings moyens. Donc on a enlevé toute la couche cornéocytaire. C'est vraiment un... L'exfoliation cosmétologique, ce sont les gommages, on vient d'en parler, et ce sont les alpha-hydroxyacides de faible pourcentage. Et puis les peelings cosmétologiques, c'est les alpha-hydroxydes de faible pourcentage et les bêta-hydroxyacides de fort pourcentage. Pourquoi les deux? Parce que l'un est hydrosoluble et l'autre est liposoluble. Voilà, vous avez à peu près le tableau de tout ce qui se fait. Vous pouvez choisir ce qui vous plaît le plus dans ce tableau si vous voulez faire des traitements par soustraction à vos clientes, c'est-à-dire faire en sorte que vous évacuez par desquamation la couche supérieure de l'épiderme. Alors, je voudrais dire juste un petit mot là-dessus. Attention, attention, vous avez un langage qui est très particulier. Quand vous faites une exfoliation ou un petit peeling, vous dites à la cliente, vous allez avoir la peau plus claire, plus lumineuse, plus éclatante, enfin vous avez des termes à vous, mais c'est bien, c'est gentil, mais on s'en fout. On s'en fout. C'est pas ça ce qu'il faut. C'est qu'en faisant cela, vous suscitez la remontée de cellules jeunes. Car quand vous enlevez les cellules vieilles au niveau de la couche cornéocytaire, eh bien, ça accélère la remontée de cellules jeunes. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir une peau qui est faite de cellules qui ont 12 jours, plutôt que de cellules qui ont 28 jours. Donc, c'est bien gentil de dire c'est plus éclatant, c'est plus lumineux, c'est ceci, c'est cela. Ça, c'est bien, très bien, tant mieux. Mais ce qui est surtout important, c'est de dire vous avez une partie supérieure de l'épiderme qui est faite de cellules qui ont 12 jours et non pas 28. Et ça change tout. C'est place aux jeunes. C'est pour ça que je suis là. Les traitements par addition. Bon, les traitements par addition, il y a deux types de traitements par addition. Vous avez les traitements par comblement et vous avez les traitements par remplissage. Bien. Le comblement, c'est quand on va mettre le produit que l'on veut apporter au niveau de l'épiderme. Donc, quand vous mettez une crème de comblement, par exemple, eh bien, vous allez apporter dans l'épiderme une substance qui va remonter le fossé régulaire, le fossé de la ride par en dessous. Les médecins mettent des filaires, vous allez mettre en dessous des substances qui vont permettre à la ride de se remonter. Voilà, vous allez combler par l'intérieur. Alors que le comblement, le remplissage, c'est une viscosupplémentation. C'est ce que font les rhumatologues dans les genoux des arthroses. Vous allez mettre ça dans le derme et par conséquent, vous allez regonfler le matelas dermique. Une femme ménopausée perd 8% d'épaisseur de son derme tous les 5-6 ans. Bon. Eh bien, vous allez regonfler le matelas dermique pour retrouver l'épaisseur du matelas qu'elle avait avant. Voilà, les deux traitements par remplissage dont on peut parler et dont que vous pouvez utiliser avec l'appareil que vous utilisez, Monsieur Prévost, aidez-moi, le Wishpro. Voilà. Professeur, vous êtes devant l'affiche. Oui, je suis oui, mais je lui tourne le dos. Voilà. Et ben voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Au lieu de le mettre par piqûre, vous allez le mettre par magnétophorèse. Bon. Alors, les traitements par reprogrammation, bon, le principe, c'est les photos biologiques de la lumière. Ça, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui.
parce que ce n'est pas le sujet, et vous avez les traitements par stimulation, et là vous avez trois choses. Vous avez trois choses importantes. Vous avez trois programmes. Les traitements par stimulation, après l'hydratation de la peau, c'est votre fonds de commerce. Vous avez trois programmes. Vous avez d'abord l'obligation de complémenter ou de supplémenter en faisant de la mésothérapie. Si vous êtes médecin, elle est endogène, si vous n'êtes pas médecin, elle est exogène. Bon. Il faut ensuite raffermir et remodeler les tissus cutanés, c'est la radiofréquence. Et puis il faut enfin persuader la cliente de faire des soins personnels à la maison. Bon, on va y venir. Complémenter, supplémenter. C'est la mésothérapie exogène. C'est la mésothérapie exogène et la problématique est très simple. Comment peut-on introduire un produit dans la peau? C'est ça, le problème il est d'une simplicité totale. Comment peut-on introduire un produit dans la peau? Il n'y a que deux solutions. La première c'est de piquer et la deuxième c'est d'émuler, pour employer un mot à la mode, d'émuler l'absorption cutanée. Alors évidemment, pour ce qui vous concerne, c'est la deuxième. Donc ça vous oblige à comprendre ce qu'est l'absorption cutanée. Alors, quelle est la définition d'absorption? Elle est rarement donnée convenablement. C'est pour ça que je vous la rappelle. L'absorption cutanée, c'est le transfert d'une substance xénobiotique à travers la peau de l'extérieur vers le sang. Xénobiotique, il ne faut pas que ça vous arrête, c'est un terme médical qui veut dire substance étrangère. La xénophobie, hein, c'est une substance étrangère. Il y a trois substances étrangères qui sont le médicament, le cosmétique et le toxique. C'est le deuxième qui le fait. Et ça se réalise en deux temps. D'abord, il y a la pénétration de la substance dans les différentes couches de la peau, et ensuite, il y a la résorption par la circulation de retour. Moi, ça m'amuse toujours quand on dit qu'un produit cosmétique ne pénètre pas. Alors, s'il ne pénètre pas, il ne sert à rien. D'abord, autant le mettre sur la table plutôt que de se mettre sur la peau. Et deuxièmement, s'il pénètre, il faut bien qu'il soit résorbé. Parce que sinon, si une femme se met une crème de jour tous les matins, et si elle n'est pas résorbée, si elle n'a pas pénétré jusqu'à la circulation, si elle n'est pas résorbée, eh bien, en 10 ans, elle aura 60 kg de crème de jour sur la figure. Donc c'est ridicule, bien sûr. Alors voilà, l'absorption, c'est la pénétration d'une substance, puis sa résorption par la microcirculation. Alors, quelques éléments de langage pour vous y retrouver. Parce qu'il faut savoir ce qu'on dit dans la vie. La pénétration, c'est l'entrée d'une substance dans la couche supérieure cutanée, dans l'épiderme. La perméation, c'est le transfert de cette substance vers une autre couche. Hein, c'est la migration de la substance vers une autre couche. La résorption, c'est le passage des reliquats dans la circulation veineuse ou lymphatique. Et la définition de l'absorption cutanée, ben, c'est l'addition des trois. Quand on dit absorption cutanée, on parle de pénétration plus perméation plus résorption. Donc voilà, un petit peu de langage pour savoir ce qu'on dit. Quel est le problème? Ben, le problème, c'est de contourner la barrière de la couche cornée. La couche cornée est faite pour empêcher l'entrée de molécules extérieures, et elle est faite pour éviter la perte d'eau. Bon. Fort heureusement pour vous et pour nous, cette barrière n'est pas totalement infaillible et on peut la contourner dans certaines conditions. Alors, les voies de pénétration. Alors là, il faut tordre le cou à une stupidité qu'on entend, qu'on lit dans les journaux, etc. Quand on dit à une femme, bah, mettez de la crème, ça pénètre par les pores. Évidemment que ça ne pénètre pas par les pores, parce que les pores, ça aboutit à des cul-de-sac. Et si ça pénétrait par les pores, bah, ça n'irait pas dans la peau. Hein. Ça ne pénètre pas par les annexes. Ça pénètre par les cellules dans 95% et par les pores dans 5%. Parce que si ça pénétrait, je lis ça quand je lis ça dans les revues spécialisées, j'ai les cheveux droits sur la tête, et dans mon cas, vous comprenez bien que c'est compliqué, parce que si la peau pénétrait, si les produits pénétraient par les pores, ils n'iraient pas loin, ils seraient tout de suite dans un cul-de-sac. Bon, donc ils ne pénètrent pas par les pores, ils pénètrent directement par les cellules et par deux voies que l'on va voir. On va la voie transépidermique,
Et la voie transépidermique, on va voir la difficulté, c'est ce qu'on vient de voir. Voici une microscopie électronique de la couche cornée, et voici une microscopie électronique agrandie de la couche cornée, où vous voyez bien les cornéocytes, avec au milieu ce qui est jaune, un résidu de kératine. Bon, et puis vous avez la modélisation qui vous montre que c'est là qu'il va falloir traverser. Alors comment on va pouvoir traverser? Eh bien on a deux voies de passage. On a deux voies de passage. Les dermatologues disent que le stratum corneum a une représentation brique et mortier, bon ça c'est gentil, mais voilà, on peut passer au travers des cellules, ou on peut passer entre les cellules. On peut passer entre les cellules. Voilà. Vous avez donc la voie transcellulaire ou la voie intercellulaire. Qu'est-ce qui va déterminer quelle est la bonne? Ben, c'est naturellement le poids moléculaire du page. Alors, les modalités du passage. Alors, les molécules que vous voulez faire passer vont être induites dans une formulation, une crème, un gel, un sérum, et ça va se faire en 3 phases. Ça, vous avez dû apprendre ça à l'école esthétique. Une phase d'imprégnation, une phase de remplissage, une phase d'absorption. Ça ne vous intéresse pas trop, je suppose. Par contre, il y a les facteurs d'absorption qui sont extrêmement importants. Et il y a 3 facteurs d'absorption qui vont modifier cette absorption cutanée. Les facteurs qui sont liés à la peau, les facteurs qui sont liés au principe actif, et les facteurs qui sont liés à la diffusion même du produit. Les facteurs liés à la peau, bah, écoutez, j'en ai mis quelques-uns. Ça dépend du site anatomique, ça dépend de l'épaisseur de la couche cornée, ça dépend de son hydratation, ça dépend de sa capacité enzymatique. Il faut rappeler que la capacité enzymatique de l'épiderme est égale à la capacité enzymatique du foie, c'est la même capacité que la capacité hépatique. Ça dépend de la vitesse du flux, ça dépend de l'âge, etc. Bon bref, je n'ai pas besoin de vous parler 1 heure pour vous faire comprendre, car vous êtes persuadé qu'il est plus facile de faire pénétrer une crème au niveau du contour de l'œil qu'au niveau de la plante du pied. Donc c'est bien clair que c'est lié à la peau, et au site anatomique. Les facteurs liés au principe actif, alors c'est là que tout se complique. C'est le poids moléculaire qui va décider si la crème pénètre ou pas. Au-delà de 500 Dalton, c'est très difficile. Le Dalton est une unité du poids moléculaire. Hein. Et au-delà de 1000 Dalton, c'est impossible. Ça ne pénétrera jamais. Bon, il y a des facteurs qui sont liés à l'hydrophilie, il y a des facteurs qui sont liés au pH, il y a des facteurs qui sont liés à la concentration, mais ça c'est de la technique cosmétologique, ça ne vous intéresse pas. Mais c'est lié surtout au poids moléculaire. Ça veut dire que quand vous passez le matin votre crème de jour, vous allez forcément passer des actifs qui ont un poids moléculaire faible. Sinon, ça ne pénétrera jamais, puisqu'il suffit de l'appliquer pour que ça passe. Donc ça, c'est très important. Si vous voulez faire passer un poids moléculaire élevé, il faudra trouver une solution, et on va en parler. Oui, je trouve, madame, vous êtes bien formaté. Hein. Oh là là, qu'est-ce que vous avez bien appris votre leçon. Monsieur Prévost, c'est bien d'avoir mis au premier rang quelqu'un qui vous aide. Impliqué. Voilà, quelqu'un impliqué. Alors, les facteurs liés à la diffusion, il existe 2 modèles diffusionnels. Le modèle l'absorption cutanée par diffusion passive et l'absorption cutanée par diffusion forcée. La diffusion passive, c'est ce que vous faites, mesdames, peut-être monsieur, en mettant votre crème de jour tous les matins. Qu'est-ce que vous faites quand vous mettez votre crème de jour? Vous appliquez la crème de jour sur la peau, vous frictionnez un petit peu, et puis c'est tout ce que vous faites. Elle pénètre tout seul. Elle pénètre tout seul car il y a une diffusion passive. Vous n'avez pas employé de moteur, vous n'avez pas employé d'énergie externe pour la faire passer, sauf la pulpe de vos doigts. Ça veut dire qu'elle a un poids moléculaire faible et elle va pénétrer toute seule. C'est l'absorption passive. Mais si vous avez envie de faire pénétrer une substance qui a un poids moléculaire élevé, ça ne passera jamais. Il faut donc utiliser une diffusion forcée. Il faut forcer le passage. Alors, la diffusion passive, bah, c'est ce que je viens de dire, c'est la loi de Fick. J'ai fait ça pour les médecins hier. Il y a la formule, mais la notez pas, ça n'a aucun intérêt, ça a un intérêt pour les cosmétologues. Il y a la formule qui démontre que la crème de jour du matin passe grâce à cette diffusion passive. C'est la première loi de Fick, il y en a 7. Je ne vais pas vous embêter avec ça, je ne vais pas vous détester pour ça. La diffusion forcée. Ben, la diffusion forcée, c'est qu'il va falloir trouver un moteur pour forcer le passage de la couche cornéenne. Et ce moteur, ça s'appelle les promoteurs d'absorption. Ça s'appelle les promoteurs d'absorption qui vont permettre de forcer le passage. Des promoteurs d'absorption, il y en a 2 sortes. Il y a les promoteurs d'absorption chimiques
et il y a les promoteurs d'absorption physique. Les promoteurs chimiques, c'est les agents kératolytiques. En cassant la kératine, on améliore le passage. Il y a les systèmes auto-organisés, dont les liposomes sont le meilleur exemple. Et puis, les promoteurs d'absorption physique, et là c'est l'énergie externe, c'est les techniques de physiophorèse. Les techniques de physiophorèse. Phorésis en grec veut dire action de porter, action de déplacer. Et actuellement, nous en connaissons 8. Actuellement, nous en connaissons 8. La ionophorèse, l'électrophorèse. La mésophorèse, ce n'est pas vraiment un moyen car c'est l'union des deux précédentes. La cryophorèse avec le froid. La sonophorèse avec les ultrasons. La barophorèse, c'est ce que vous allez voir en bas. La magnétophorèse, alors je crois que M. Prévost va pouvoir vous l'expliquer, ou alors ça va devenir très grave. Et la photophorèse avec les LED. Voilà. Donc vous avez 8 moteurs possibles. À vous de choisir le meilleur. J'ose pas vous répondre, mais je pense qu'on va vous en parler dans la journée. Donc à vous de choisir le moteur que vous préférez pour faire passer le courant. Ah bah tenez, j'ai répondu. C'est le concept que je trouve, mais j'ai fait mon travail comme il faut, monsieur le Prévost. Vous n'allez pas me dire que j'ai saboté le boulot. Alors, raffermir et remodeler. Parce que ce n'est pas le tout de faire ça, mais ensuite, il faut raffermir la peau. Parce que si vous faites que de faire passer des produits, ça ne va pas arranger grand-chose. Il va falloir raffermir la peau. Et le raffermissement correspond à quelque chose de très précis que l'on va voir. C'est la radiofréquence. Alors, quelle est la définition de la radiofréquence? La définition de la radiofréquence, eh bien, en fait, ce sont des courants de haute fréquence. Ce sont des courants alternatifs de haute fréquence qu'on appelle dipolaires parce qu'ils changent de polarité plusieurs millions de fois par seconde. Donc, plutôt qu'un long discours, je vais vous montrer un schéma. Voilà, vous avez la partie positive, la partie négative. Et si je lance le courant, voilà, ça s'appelle un courant de haute fréquence parce que plusieurs millions de fois par seconde, il va changer de polarité. Bien. Le paramétrage est habituel avec les hertz, les kilohertz, les mégahertz, compte tenu du nombre d'alternances par seconde. Bon. Alors, quels sont les effets de ce type de courant sur la peau? Eh bien, on a des effets électriques et on a des effets électromagnétiques. Les effets électriques. Les effets électriques, c'est ce qu'on appelle l'effet excitomoteur, autrement dit, c'est la contraction involontaire, c'est le Snyderton. Alors, nous sommes en 1834. Nous sommes en 1834 et vous avez ici le professeur Duchesne de Boulogne, qui est le père de l'électrostimulation. Il travaillait à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et il se dit on pourrait peut-être se servir du courant électrique pour provoquer des contractions involontaires des muscles, c'est-à-dire pour faire contracter les muscles sans l'effort de la volonté. Et à l'époque, l'hôpital Sainte-Anne, maintenant c'est devenu un hôpital de neurologie, mais à l'époque, l'hôpital Sainte-Anne était un asile psychiatrique. Et alors, il prend un pauvre monsieur qui n'avait absolument rien demandé à personne, et il lui met des électrodes sur les muscles paussiers du visage pour lui permettre de contracter. Et il démontre ainsi la réalité du courant excitomoteur. Il avait inventé l'électrostimulation. C'était en 1834. Depuis, on a amélioré les choses, car vous voyez que la petite jeune fille qui est ici a l'air de souffrir beaucoup moins que le pauvre patient du professeur Duchesne de Boulogne. Donc, on peut faire contracter un muscle sans effort de la volonté, c'est l'électrostimulation, et on utilise des courants de basse fréquence, de moyenne fréquence, de haute fréquence, etc. Bon, c'est de la technique, c'est la technique du Snyderton pour parler avec un mot générique. Pourquoi je vous raconte ça? Eh bien parce qu'on a en plus des effets électromagnétiques. Et un courant de haute fréquence, vous avez pu apprendre ça dans vos cours de physique, un courant de haute fréquence va générer un champ électrique, puis un champ électromagnétique, et ils vont s'organiser l'un par rapport à l'autre de façon orthogonale, comme on voit sur le schéma. Mais si on a l'idée de déplacer ce champ, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une onde électromagnétique. Qu'est-ce qu'une onde électromagnétique? C'est rien d'autre qu'un champ électrique et un champ magnétique qui sont organisés et qui se déplacent dans l'espace. Et c'est absolument ce qu'on fait quand on fait un courant de haute fréquence. Alors, quelle est l'origine de cette pulsion énergétique? Absolument. Quelle est donc l'origine de la radiofréquence? L'origine de la radiofréquence est M. Darsonval, Arsène Darsonval, qui était physicien au Collège de France, et qui, en 1891, fait une découverte tout à fait extraordinaire. Comme il n'arrive pas à comprendre ce qu'il vient de découvrir,
il entame ses études de médecin. Et après, il était physicien et médecin. Et il crée la darsonvalisation, qu'on a appelé plus tard la théorie, et qu'on appelle maintenant la radiofréquence. Alors, quel est le problème? Il est d'une extrême simplicité, comme toujours les grandes découvertes. Voilà. Monsieur Darsonval applique, comme le professeur de Chêne de Boulogne, des contractions sur... Voilà. Il applique des contractions et il s'aperçoit en 1891 que, au-delà d'une certaine fréquence, il passe d'abord en basse fréquence, comme tout le monde, pour faire contracter les muscles, et puis il passe en moyenne fréquence, il contracte un petit peu moins, et puis il s'aperçoit que quand il dépasse 0,1 MHz, eh bien, il n'y a plus aucune contraction. Alors, il ne comprend pas. C'est pour ça qu'il faisait des études de médecine, mais il ne comprend pas. 0,1, plus aucune contraction. 1, aucune contraction. 5, aucune contraction. 10, aucune contraction. Et ça peut aller comme ça jusqu'à 50, 60, 80, 100 MHz, aucune contraction. C'est quand même bizarre. Il recommence 50 fois, bien sûr, et il arrive à faire contracter, puis il passe à 0,1, puis au-dessus, aucune contraction. Alors, qu'est-ce qui est devenu le courant électrique? Où est-ce qu'il a disparu? Il n'est pas sous la table, il est toujours dans le patient. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, voilà ce qui est arrivé. C'est que, en fait, on va générer des actions biologiques de cette radiofréquence par des effets thermiques et des effets électromagnétiques. Le courant électrique, qui ne contracte plus les muscles, s'est transformé en chaleur. Il s'est transformé en chaleur. On a transformé l'énergie électrique en énergie thermique. C'est ça la découverte de M. Darsonval. Alors les effets thermiques, on les a maintenant très bien compris. On a des actions physiologiques très importantes. Ce courant électrique qui ne provoque plus de contraction, il provoque des changements de polarité dans les molécules, il provoque des rotations des molécules, il provoque des distorsions des molécules, et tout ça produit des chocs intermoléculaires qui va naturellement générer une résistance du tissu, et la résistance du tissu se traduit en chaleur. C'est très exactement ce que vous faites quand vous réchauffez votre repas au micro-ondes. Quand vous réchauffez votre repas au micro-ondes, vous utilisez un magnétron, c'est-à-dire quelque chose qui va provoquer une onde électromagnétique et qui va provoquer tout cela. Et il ne va pas y avoir d'électricité dans votre plat, mais il va y avoir des changements de polarité, des mouvements ioniques, des rotations qui vont se traduire en chaleur. C'est très exactement ça, en fait. Indirectement, Arsène Darsonval est le père du micro-ondes. Alors les conséquences, les conséquences sont très simples. Rappelez-vous ce qu'on a dit au début. Il y a très peu d'eau dans l'épiderme, 10%, et il y a beaucoup d'eau dans le derme, 66%. Donc la chaleur est toujours mieux distribuée dans l'eau que dans les milieux non aqueux. Donc l'épiderme ne va pas chauffer, c'est le derme qui va chauffer. La chaleur que vous provoquez par cette radiofréquence va se concentrer dans le derme et dans l'hypoderme en respectant l'épiderme. Donc, la radiofréquence va être transmise en profondeur, l'épiderme va rester relativement froid. Et en pratique, vous allez atteindre 50 à 60 degrés dans le derme, tandis que vous aurez 40 à 43 degrés dans l'épiderme, ce qui est tout à fait supportable, parce que la température du corps humain est 37. Voilà ce que vous allez obtenir. Vous allez obtenir de la chaleur dans le derme et dans l'hypoderme en respectant l'épiderme. Alors les actions thérapeutiques, eh bien, il y a des effets immédiats et il y a des effets retard. Les effets immédiats, c'est un épaississement des structures. Si vous chauffez du collagène, il va s'épaissir, il va se rétracter. Le collagène, c'est fragile, donc ça va se rétracter. Et puis la même chose pour l'élastine. Ça va donc faire une réduction de volume. Ce que vous et vos clients appelez le raffermissement, en physique et en médecine, ça s'appelle la réduction de volume et la réduction de surface. Raffermir, c'est réduire le volume et réduire la surface. Vous dites raffermir, mais techniquement parlant, on réduit le volume, on réduit la surface. Et on réduit en chauffant. Voilà, c'est ça qui est très important. Alors l'effet retard, dans un deuxième temps, vous allez utiliser cette chaleur pour améliorer les métabolismes, par exemple des fibroblastes, vous allez accélérer les synthèses, etc. etc. Mais ça, c'est l'effet retard. Dans un premier temps, vous allez surtout réduire le volume et la surface, d'où raffermir. Troisième temps de votre intervention, c'est la cosmétologie
dont il faut persuader vos clients qu'il faut tous les jours se passer une crème de jour, tous les soirs une crème de nuit, et surtout avoir une bonne hygiène cutanée. Alors, les questions qui fâchent, Monsieur le Président. À quoi sert un cosmétique? Un cosmétique pénètre-t-il dans la peau? Quelle est la différence avec un médicament? À quoi sert un cosmétique? Un cosmétique, c'est tout simple. Ça sert à leurrer la couche cornée pour pouvoir passer la barrière. C'est tout simple. Un cosmétique, ça sert à éviter la douane. C'est tout. C'est tout. Pour pouvoir apporter au-delà du contrôle les substances appropriées. D'abord, vous leurrez la douane. Vous leurrez la couche cornée de l'épiderme pour pouvoir passer. Est-ce qu'un cosmétique pénètre? Oui, c'est écrit là, sur le Code de la santé publique. À aucun moment de la définition du Code de la santé publique, on dit qu'un cosmétique ne pénètre pas. Donc il pénètre dans les 3 couches cutanées. Sinon, il ne servirait à rien. Sinon, ça n'irait pas de cosmétologie. Si ça ne pénètre pas, ce n'est pas la peine d'en mettre. Si vous n'avalez pas un médicament, si on dit avaler le médicament mais il n'ira pas dans l'estomac, alors ce n'est pas la peine de le prendre. Bon. Donc un cosmétique pénètre, quel que soit ce qu'on a pu vous raconter comme stupidité. C'est écrit dans la loi. Regardez sur Google le 5131 alinéa 1. Le cosmétique pénètre. Tout le monde le sait. Tout le monde le dit, y compris la loi. Heureusement pour vous. Sinon, ce n'est pas la peine d'en mettre. Et ce n'est pas la peine d'en vendre. Quelle est la différence entre le médicament? Alors ça, c'est important. Ça, c'est la loi, c'est important. Un cosmétique ne traite que la peau saine. Un médicament ne traite que la peau pathologique. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé, mesdames, messieurs, qu'il n'existe pas de cosmétique anti-psoriasique. Parce que c'est une maladie. Il n'existe pas de cosmétique anti-eczéma. Il pourrait y en avoir, mais c'est une maladie, on n'a pas le droit. On sait très bien qu'on pourrait faire des cosmétiques anti-psoriasiques, anti-eczéma. Et anti-eczéma. Seulement, on n'a pas le droit. C'est la loi. Donc vous traitez la peau saine, les médecins d'en bas traitent la peau pathologique. Alors, pour terminer, voici le plan idéal que je vous engage à... ça vous fait rire parce que vous l'avez déjà entendu l'an dernier. Bon, j'ai dit autant de bêtises ou moins de bêtises que l'an dernier? Non, pareil, c'est bien. pareil, merci. Pareil. Alors, le plan idéal, je vous en supplie, distinguez bien les soins et les traitements, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Nettoyer sa peau, hydrater sa peau, protéger sa peau, ça n'est pas un traitement. Ça n'est pas un traitement. C'est un soin. C'est un soin. Les traitements hydratants de la peau n'existent pas. C'est un soin qui doit être fait personnellement. Il faut persuader vos clients que nettoyer sa peau, hydrater sa peau, protéger sa peau, c'est aussi important que de se brosser les dents ou de prendre sa douche. Les clients ne viennent pas chez vous pour se brosser les dents, prendre leur douche, elles font chez elles. Eh bien, elles doivent chez elles nettoyer leur peau, hydrater leur peau, protéger leur peau. C'est à vous de leur apprendre comment le faire. Mais une fois que vous leur appris comment le faire, il faut qu'elles le fassent chez elles, 2 fois par jour. Sinon, ce n'est pas la peine. Sinon, ce n'est même pas la peine qu'elles viennent chez vous. C'est un soin quotidien. Ça n'est pas le rôle de l'esthéticienne, c'est le rôle de la cliente. C'est le rôle de la cliente. Encore une fois, je vous ai dit les statistiques au début. 40% des femmes n'appliquent jamais de crème de jour, donc ne s'hydratent pas la peau. 17% des femmes se couchent sans se démaquiller. Donc, elles ne nettoient pas leur peau. Il ne faut pas s'étonner qu'elles vieillissent plus vite. Donc vous avez un rôle pédagogique qui est considérable, que vous n'imaginez pas. Vous recevez une cliente, dites, madame, est-ce que vous nettoyez votre peau? Est-ce que vous hydratez votre peau? Non. Ben, je vais vous apprendre comment le faire. Est-ce que vous sortez dans le calme au soleil sans avoir protégé votre peau? Très bien, vous aurez un cancer. Voilà, c'est pas compliqué. Il faut que vous fassiez de la pédagogie. C'est le meilleur service que vous pouvez rendre à vos clientes. Et quand vous leur aurez persuadé, elles vous seront extrêmement reconnaissantes et elles seront encore plus fidèles qu'avant. Il faut promouvoir les soins personnels et les soins professionnels. Il ne faut pas vous concentrer que sur les soins professionnels. Il faut vous concentrer sur la pédagogie. Il faut vous concentrer sur les soins professionnels, bien sûr, mais également sur la pédagogie des soins personnels à faire à la maison.
Il faut créer une synergie index. Alors vous, en esthétique, vous dites in-out. Il n'est pas possible d'avoir une belle peau si on bouffe n'importe quoi. Il faut faire de la nutrition. Il faut persuader vos clientes que si elles mangent trop salé, trop sucré, trop gras, elles n'auront pas une belle peau. Que ça n'est pas possible. Que la peau se soigne d'abord de l'intérieur avant de se soigner de l'extérieur. C'est aussi de la pédagogie. Demandez-leur ce qu'elles mangent et dites-leur, avec ça, comment voulez-vous avoir une belle peau? Comment voulez-vous avoir une belle peau si vous mangez sucré, si vous mangez gras? C'est pas possible. Est-ce que vous mangez des légumes? Est-ce que vous apportez des vitamines? Est-ce que vous apportez des oligo-éléments? Non. Alors comment voudriez-vous avoir une belle peau? Faites de la micronutrition esthétique. C'est extrêmement important. C'est votre rôle pédagogique. Et c'est ce qui donne toute la noblesse à votre métier, mesdames, messieurs. Et puis vous adoptez une méthode. Alors il y a certaines méthodes, dont une, dont j'ai entendu parler, que j'ai vue là, je ne sais pas si elle est bonne, on vous le dira peut-être dans la journée. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup.